La visite officielle du président Alassane Ouattara en Arabie Saoudite se poursuit. Le chef de l'État est arrivé aujourd'hui à Jeddah où il a rencontré le président de la Banque islamique de développement. Avant cette étape, le chef de l'État a rencontré à Riyad la communauté ivoirienne vivant en Arabie Saoudite. Le pont de Jacquesville sera livré au cours du premier trimestre 2015. L'information a été donnée par le Premier ministre. Daniel Kablan-Dencon effectuait sa troisième visite d'évaluation des travaux sur le chantier. C'est aujourd'hui qu'entre en vigueur la mesure interdisant la circulation sur toute l'étendue du territoire des véhicules aux vitres teintées ou plaques d'immatriculation non conformes. L'annonce a été faite hier par le directeur général de la police nationale. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce 23h sur RTI 1. Troisième jour de la visite officielle du président de la République Alassane Ouattara en Arabie Saoudite. Le chef de l'État est arrivé aujourd'hui à Jeddah en provenance de Riyad, capitale saoudienne. Il s'est entretenu avec le président de la Banque islamique de développement. Le président de la République a été accueilli à son arrivée à Jeddah par le directeur du protocole. Et après Jeddah, le président Alassane Ouattara s'est rendu à la Mecque par la route. Mais avant d'effectuer le déplacement pour Jeddah, le chef de l'État était à Riyad. Dans la capitale de l'Arabie Saoudite, le président Alassane Ouattara a rencontré la communauté ivoirienne vivant dans ce pays. Il a invité la diaspora ivoirienne à prendre une part active à la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Awa Touré. La communauté ivoirienne en Arabie Saoudite est forte de 1500 membres et ces Ivoiriens se sont engagés au cours de cette rencontre d'accompagner le président de la République Alassane Ouattara dans la mise en œuvre de son ambitieux programme de développement économique et social. En mettant à la disposition de l'État notre savoir-faire et nos expériences acquises dans beaucoup de domaines qui sont des fruits de longues années passées dans le pays d'accueil. Nous adhérons et vous accompagnons dans votre projet de faire de la Côte d'Ivoire un État émergent à l'horizon 2020. Le ministre de l'Intégration et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly, a pour sa part répondu à certaines préoccupations des Ivoiriens d'Arabie Saoudite. Nous avons entrepris des rencontres dans différents pays, notamment en France, pour montrer les possibilités qu'il existe en matière d'acquisition de logements. Comme vous le savez, l'une des priorités du président de la République, c'est de faire en sorte que chaque Ivoirien ait un toit. Et donc, il y a des modalités pratiques pour l'acquisition. Nous prévoyons d'effectuer une opération ici en Arabie Saoudite, comme celle que nous avons faite à Paris dernièrement, une opération qui a connu un grand succès. Le président de la République Alassane Ouattara a dit sa joie de retrouver et saluer ses compatriotes vivant en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui pour lui est un pays important pour la Côte d'Ivoire. Cette partie du monde est très importante pour la paix dans le monde, pour le soutien au développement. Je suis bien placé pour le savoir parce que quand j'étais à Washington, je sais à quel point les pays du Golfe contribuaient au Fonds monétaire et à la Banque mondiale pour leur permettre d'avoir les financements nécessaires pour aider les pays en développement. Je voudrais vous dire que votre présence ici est importante parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'Africains qui sont en Arabie Saoudite, mais tous ne se comportent pas de la même manière. Et ce que j'apprends, c'est que les Ivoiriens se sont distingués par des comportements vraiment dignes et je voudrais vous féliciter et vous demander de continuer. Nous gardons un excellent souvenir de cette rencontre et je voudrais vous encourager à vous comporter comme vous le faites maintenant et vous dire que nous sommes très fiers de vous. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu plusieurs présents avant de se voir décerner un diplôme par l'Association des Ivoiriens vivant en Arabie Saoudite. Le diplôme de remerciement et de gratitude pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire en si peu de temps.
Et il est à noter que la visite officielle du président de la République entamée dimanche en Arabie Saoudite prend fin demain mercredi 10 décembre. Retour en Côte d'Ivoire, la livraison du pont de Jacquesville se fera au cours du premier trimestre 2015. L'annonce a été faite par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le chef du gouvernement vient d'effectuer une visite sur le chantier. Sidonie Davila. Entamé effectivement en 2011, reste encore quelques mètres pour relier l'autre rive du pont de Jacquesville. On nous a indiqué qu'il y a 300 mètres d'accès ici et 300 mètres de l'autre côté. Donc si vous faites l'addition, ça fait donc un peu plus de 1,2 km. C'était un gros ouvrage qui fait quand même plus de 22 milliards et demi. Et nous sommes heureux que tous les problèmes qui existaient aient pu être réglés. Mais je pense qu'il faudrait voir la finalisation définitive, disons qu'en mars. Quant à la gestion du chantier, le point des travaux est le suivant. Au jour d'aujourd'hui, ce pont comporte 48 poutres. 48 poutres, nous avons posé 42. Et avec la cadence que nous avons, qui permet de poser 2 voire 3 poutres par jour, il est évident que les 4 poutres qui restent vont être posées d'ici la fin de la semaine. Et donc nous avons donné l'assurance au Premier ministre que d'ici le 25, on pourra passer d'une berge à une autre sur l'ouvrage. Les populations, elles, nourrissent déjà l'espoir de voir cet édifice influencer positivement la nature de leur ville en amorçant ce pas vers le développement. C'est un ouvrage que les populations de Jacquesville attendent depuis près d'un demi-siècle. C'est pour nous l'assurance aujourd'hui, la route précédant le développement, que nos projets vont voir le jour et seront optimisés en termes de rentabilité. Jacquesville a beaucoup d'attraits touristiques que l'enclavement ne permet pas de voir. Le pont va changer tout le visage de Jacquesville en termes de développement. Un tel ouvrage nécessite un entretien, souligne l'expert. Pour lui assurer donc cet entretien et sécuriser la circulation, 3 postes à péage sont prévus sur cette traversée. C'est le 16 décembre prochain que sera inauguré le pont Henri Konan Bédié. Après cet événement, la ville d'Abidjan sera dotée de 3 ponts. Et ces ponts ont une histoire qui ne commence pas forcément avec le pont Félix Houphouët-Boigny. Qu'en est-il réellement? Quelle est la vraie histoire des ponts de la capitale économique ivoirienne? Sylvie Touré nous fait voyager dans le temps dans ce reportage. Au commencement était le pont flottant. Construit en 1931, il reliait le plateau à l'époque quartier des Blancs, à Treichville, celui des Noirs. Cet ouvrage, Sylvestre Ayé, aujourd'hui âgé de 82 ans, en garde de beaux souvenirs. Le pont flottant était un pont construit en bois, avec des ossatures en fer. Et comme le dit bien son nom, il était flottant, parce qu'il était tenu par des, je ne sais pas si c'est des tonneaux ou bien quoi, qui permettaient de faire tenir la flottaison du pont. Mais très vite, l'augmentation du trafic et le poids des camions à destination ou en provenance de l'avant-port de Treichville, aujourd'hui port autonome d'Abidjan, ont eu raison de l'originalité de l'ouvrage. La capitale administrative coloniale prend les allures de ville commerciale. Il lui faut des infrastructures à la hauteur de ses aspirations. Ainsi naît le projet de construction du pont Félix Houphouët-Boigny en 1954. Les travaux durent 3 ans et en 1957, le premier pont en béton sort de l'eau. Marcel Quadio n'avait que 11 ans à l'époque. 57 ans plus tard, il s'en souvient comme si c'était hier. C'était une grande inauguration. Ça a mobilisé toute la Côte d'Ivoire même. On voyait presque toutes les populations étaient à Abidjan. Le général de Gaulle était là. Et quand il a entonné l'hymne national en chanson, alors aux enfants, le jour de gloire est arrivé. Mais ça nous faisait pleurer même d'ailleurs. Un jour de gloire, c'est peu dire pour les populations qui longtemps encore contempleront l'ouvrage. Pendant même des mois, les villageois allaient d'abord comme ça par curiosité, rester là sous le pont et puis contempler la lagune.
Bien assis dans les eaux de la lagune ébriée, le pont Félix Houphouët-Boigny, quoique construit à l'époque coloniale, n'a rien à envier à ceux d'aujourd'hui, assure Sita Koulibaly, première femme ingénieure des travaux publics de Côte d'Ivoire. Il y avait comme maintenant des bureaux d'études qui étaient habilités à faire des grandes études. Il y avait tout le monde qui était là, les ingénieurs génie civil et les ingénieurs hydrauliciens qui avaient vraiment bien étudié le fond de l'eau, qui avaient essayé aussi de voir quels étaient les matériaux adéquats. 3 ans après l'inauguration du pont Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire accède à l'indépendance. Abidjan, la ville commerciale, désormais la capitale, devient un véritable pôle économique. Elle enregistre un exode massif de population en quête d'un mieux-être. Son port s'impose aux pays voisins sans façade maritime. Le pont Félix Houphouët-Boigny ne peut supporter à lui seul tout le poids et le flux de véhicules. Le président Félix Houphouët-Boigny lance alors, en 1964, les travaux de construction du second pont en béton. Il est livré en 1967, c'est le pont des Gaules. Ces 2 ponts ont porté le développement économique du pays et ont assuré le miracle ivoirien, l'embellie économique des années 60-70, qui confirme que la route précède le développement, pourquoi pas l'émergence. Après l'histoire des ponts en général, quelle est l'histoire du pont Henri Konan-Bédié? Comment les choses ont-elles débuté? Demain, la rédaction vous propose l'histoire de ce pont dont l'inauguration est prévue le 16 décembre prochain. En économie, l'heure du bilan a sonné au CEPICI, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. La structure annonce la création de près de 6 000 entreprises cette année 2014. Et selon le CEPICI, les investissements s'élèvent à environ 400 milliards de francs CFA. Ces chiffres confirment le 4e rang mondial occupé par la Côte d'Ivoire dans le top 10 des pays réformateurs, au dernier classement Doing Business livré en octobre dernier par la Banque mondiale. De fait, à la date du 30 novembre 2014, ce sont 5 983 entreprises qui ont été créées, contre 2 775 en 2013. Quant au montant global des investissements, il s'évalue à environ 400 milliards de francs CFA. De telles performances s'expliquent par les réformes engagées par l'État depuis quelques années en vue d'assainir le climat des affaires. Entre autres, il s'agit de la défiscalisation totale des formalités de constitution pour toute société commerciale à capital inférieur ou égal à 10 millions de francs CFA ou encore de la levée de l'exigence de capital minimum. Même si 2014 s'achève sur une note de satisfecit, le Centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire entend maintenir le cap pour les années à venir. Ce défi, c'est d'être une agence de qualité. Aujourd'hui, nous ne sommes pas qu'à la numérisation de nos processus. Il faut qu'on arrive à la numérisation du processus. Nous sommes aujourd'hui à 24 heures. Il y a des pays où c'est 1 heure pour créer une entreprise. Nous sommes aujourd'hui encore dans des rapports d'activité qui sont manuels. Voilà, nous devons arriver à plus de capacité encore. Et il y a comme le dit l'anglais, there's room to improve. Il y a vraiment de l'espace pour pouvoir s'améliorer. Pour 2015, le challenge est de taille pour le CEPICI. Faire figurer la Côte d'Ivoire parmi les 100 meilleures économies mondiales du classement Doing Business, ce qui suppose la poursuite des réformes déjà engagées. 2015 sera aussi marqué par la tenue du 2e forum Diaspora for Growth les 30 et 31 janvier à Abidjan et la suite de la caravane nationale Entreprendre en Côte d'Ivoire. Ce pour expliquer aux populations de l'intérieur du pays les missions assignées au CEPICI. La corruption sape les institutions démocratiques et ralentit le développement économique. Il faut donc la combattre. On a célébré ce 9 décembre la journée internationale de lutte contre la corruption, une journée instituée par l'Assemblée générale des Nations unies pour sensibiliser le monde. La Côte d'Ivoire n'échappe pas à ce phénomène qui fait perdre chaque année au pays des centaines de milliards de francs CFA. Et pour faire face à ce fléau qu'est la corruption, les autorités ivoiriennes ont installé il y a 3 mois une haute autorité pour la bonne gouvernance. On en parle avec Jean-Louis Gbangbo et Alexis Ouedraogo. La corruption est, selon les Nations Unies, un phénomène social, politique et économique complexe qui touche tous les pays.
Elle ralentit le développement économique en décourageant les investissements directs étrangers et en plaçant les petites entreprises dans l'impossibilité de surmonter les coûts. La corruption s'attaque aussi au fondement des institutions démocratiques en corrompant l'état de droit et en créant des appareils bureaucratiques dont l'unique fonction réside dans la sollicitation de pots de vin. Autant de mots reconnus à ce phénomène contre lequel les Nations Unies ont décrété une journée internationale de lutte. Classé 115e sur 175 pays dans le dernier indice de perception de la corruption publié par Transparency International, la Côte d'Ivoire a gagné par rapport à l'année dernière 21 places. Le pays demeure cependant très affecté par ce fléau. Selon la Banque mondiale, ce sont entre 200 et 300 milliards de francs CFA qui sont perdus chaque année du fait de la corruption. Une menace pour l'économie ivoirienne que les autorités ont perçue et décidé de juguler. Au-delà des textes, la Côte d'Ivoire s'est dotée de plusieurs organes tels que l'Inspection générale d'État, IGE, le Secrétariat national à la gouvernance et au renforcement des capacités SNGRC, le Secrétariat national chargé de la lutte contre la corruption SNLCC. La création d'une autre autorité à la bonne gouvernance reste l'une des mesures phares. Créée par ordonnance en septembre 2013, elle a pour mission de renforcer la lutte contre le cancer de corruption et réduire l'enrichissement illicite qui désorganise le corps social et altère les règles de fonctionnement de l'État. La haute autorité à la bonne gouvernance doit relever le défi de débarrasser l'administration de cet art par l'éducation et la prévention et, si nécessaire, la répression. Droits de l'homme, 365 jours, c'est le thème du 66e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle a été adoptée le 10 décembre 1948 par 58 États membres de l'Organisation des Nations Unies à Paris. À cette date de sa commémoration, le gouvernement, par la voix du ministre de la Justice, a fait une déclaration. Le reportage est signé Ben Touré avec le commentaire de Hamza Diaby. Tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. Voilà le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Déclaration adoptée à Paris le 10 décembre 1948 par 58 États membres de l'ONU. Ce 10 décembre 2014, jour anniversaire de cette adoption, c'est l'occasion pour chaque pays signataire de regarder dans le rétroviseur et dégrainer ses acquis. Pour la Côte d'Ivoire, ces acquis sont nombreux. De la réforme de la commission électorale indépendante au recrutement d'instituteurs non-voyants en passant par l'entrée des jeunes filles à la gendarmerie nationale, le pays est en phase avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Sur le plan national, la restructuration de la cellule d'enquête et d'instruction en vue de la poursuite des enquêtes et des procédures judiciaires sur les crimes de la crise post-électorale. Le renforcement du cadre juridique et sectoriel en matière de protection des droits de l'enfant, la promotion de la participation des femmes au processus de prise de décision et de la prévention de toute forme de violence et de discrimination à leur endroit. Malgré tout ce qui a été déjà fait, des actions en faveur de la paix et de la préservation de la dignité humaine seront toujours menées. Le gouvernement ivoirien voudrait réaffirmer son engagement à bâtir un état de droit fondé sur les principes démocratiques et la protection des droits de l'homme tels qu'ils sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les pactes internationaux et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Outre ces avancées, notons celles relatives à la promotion et à la protection des défenseurs des droits de l'homme. Un point salué par les organisations œuvrant dans ce domaine. Pour mémoire, l'on doit la Déclaration universelle des droits de l'homme au juriste français René Samuel Cassin, né en octobre 1987 et mort en 1976 à Paris. Dans le domaine de la défense, la marine de Côte d'Ivoire a pris part ce matin à une manœuvre avec l'équipage français du bâtiment de projection et de commandement. L'objectif de la manœuvre, renforcer les capacités opérationnelles du personnel de la marine nationale. Abou Sanougou. Cette manœuvre militaire maritime ivoiro-française a consisté à une opération d'élitreillage d'un plongeur du patrouilleur ivoirien L'Émergence à bord du navire Tonnerre, bâtiment de projection et de commandement français. Il s'agit pour la marine ivoirienne de se donner les moyens de mettre en exécution la stratégie gouvernementale sur l'action de l'État en mer en multipliant les opérations. Une manœuvre, c'est d'abord la formation. Vous savez que les hommes, c'est dans tout métier, il faut exercer le métier. Dès lors que nous sommes en train de rebâtir notre marine,
il est important que nos hommes se remettent à niveau. Et nos partenaires français ont le savoir-faire et c'est pour toutes ces raisons que nous estimons que ces manœuvres sont absolument nécessaires. Embarquement du plongeur marin ivoirien à bord d'un hélicoptère qui décolle sur le pont du bâtiment de projection et de commandement. Reconnaissance du pont d'appontement par l'hélicoptère et débarquement par hélitriage du plongeur sont entre autres les séquences majeures de la manœuvre conjointe. Nous complétons leur formation, notamment sur des techniques d'action de l'état en mer pour notamment parfaire les techniques qui permettent d'arraisonner des bâtiments en mer. Ces éléments sont vraiment nécessaires pour le renforcement des capacités de notre personnel. Comme vient de le dire le commandant tout à l'heure, il y a une phase que je dirais un peu théorique de formation ou bien de remise en état quand même de nos planchettes à bord quand même de nos bâtiments qui a été effectuée par les éléments français du Sénégal. Et c'est un peu la phase pratique qui permettra de valider vraiment cette formation que le tonnerre vient vraiment nous apporter. Ces opérations qui désormais se succèdent sont des activités qui visent à renforcer les capacités de réaction de la marine nationale et mettre en condition l'équipage du patrouilleur, l'émergence. Le bataillon de projection et de commandement dispose d'un poste de commandement de niveau opératif. Depuis la mer, il est possible de conduire des opérations interarmées et interalliées sans empreinte au sol. Rendons-nous en France où l'Université de Pau et l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro ont signé une convention. Le partenariat scellé va aboutir à la création d'une école de pétrole au sein de l'INPHB de Yamoussoukro. L'école va ouvrir ses portes bientôt avec l'appui d'un groupe pétrolier basé dans plusieurs pays dans le monde. Marie-Laure Ngouran. Pau, porte des Pyrénées. La ville située dans le sud-ouest de la France accueille pour la première fois une délégation de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. La mission est conduite par le ministre de l'Enseignement supérieur et scientifique. Le ministre Niamien Konan, le directeur général de l'INPHB et la délégation qui les accompagne sont reçus par les responsables de l'Université de Pau et des pays de l'Adour, ainsi que par le chancelier des universités représentant le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche en France. Échange, allocution. L'Université de Pau et l'INPHB de Yamoussoukro scellent leur partenariat. La convention signée vise la création d'une école supérieure de pétrole et des métiers associés au sein de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. L'idée, évidemment, ce n'est pas de faire un partenariat signé qui reste sur les étagères, mais d'avoir des choses concrètes. Les aspects concrets, c'est la mise en place de cette école qui devrait voir le jour très rapidement. Donc, ça sera, à ma connaissance, la 6e école de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. L'Université de Pau va accompagner l'INPHB pour la création de cette école avec le soutien d'un groupe pétrolier. L'idée aussi, c'est de coller l'évolution de l'Institut à notre évolution démographique et aux capacités de notre pays à répondre à la demande des jeunes en matière de formation. Donc l'objectif et l'ambition que nous avons pour l'INPHB, c'est en plus des écoles existantes de créer de nouvelles écoles pour compléter le dispositif. Donc nous pensons à cette école supérieure de pétrole et des métiers associés, nous pensons probablement à d'autres écoles dans l'aéronautique, nous pensons dans le management de l'hôtellerie, nous pensons aussi dans le domaine du sport. Qu'il n'y ait pas que le pétrole, qu'il y ait aussi le secteur des énergies renouvelables. À travers donc cette convention, nous avons l'opportunité de donner une formation employable. Le groupe pétrolier, partenaire privilégié de l'Université de Pau et des pays de l'Adour, apportera son appui au projet, aussi bien sur le plan académique que sur le développement de la recherche scientifique. L'INPHB bénéficiera notamment d'offres de stages, de bourses d'études et de soutien à la mise en place des formations. Les retombées pour la Côte d'Ivoire sont donc importantes. L'école supérieure de pétrole et des métiers associés, créée au sein de l'INPHB de Yamoussoukro, aura une vocation régionale dans la zone de l'Afrique de l'Ouest. La mesure interdisant la circulation sur toute l'étendue du territoire des véhicules aux vitres teintées ou plaques d'immatriculation non conformes entre en vigueur aujourd'hui. L'information a été donnée hier par le directeur général de la police nationale. Cette mesure vise à faire baisser le taux de criminalité et à consolider l'indice de sécurité en Côte d'Ivoire. Roger Appé, Léon Brou.
Alerte aux véhicules équipés de vitres teintées ou de plaques d'immatriculation non conformes. Ils sont interdits de circulation sur le territoire national à compter de ce mardi. Cette mesure annoncée par le directeur général de la police nationale traduit la mise en œuvre de la décision du Conseil des ministres du 22 octobre dernier. Si on ne peut pas voir à l'intérieur de votre véhicule, vous n'êtes pas autorisé à circuler sur le territoire national. La plaque, c'est la plaque minéralogique. Il y a des dimensions qui sont prévues. Ensuite, il y a l'écriture en lettres. Et à la fin, vous avez la carte de la Côte d'Ivoire. Mais si ça ne rentre pas dans ce contexte-là, d'abord, c'est fantaisiste. On n'a pas dit de mettre son nom sur le véhicule. Parce que je suis célèbre, je mets mon nom sur le véhicule. Le texte est très clair et dit que c'est des plaques non conformes. Cette mesure, ajoute le patron de la police nationale, va permettre de mieux cerner le parc automobile national. Le but, soustraire de la circulation des utilisateurs de véhicules à des fins criminelles. Quand un véhicule commet un acte, par exemple un délit de fuite, c'est-à-dire vous avez heurté quelqu'un et vous avez pris la fuite, et qu'on a relevé la plaque, on va vous rattraper. Si vous passez au feu rouge, aujourd'hui on est en train de faire la vidéosurveillance, et qu'on a capté le numéro, on va savoir qui vous êtes. Mais si d'aventure, vous mettez une plaque que vous avez fait à titre personnel, qui n'est pas connue dans le fichier, vous faites en sorte qu'on ne peut pas vous contrôler, on ne peut pas vous identifier, on ne peut pas faire des traçages. Or c'est de ça qu'il est question. Pas de cadeau contrevenant à cette mesure gouvernementale, des sanctions pécuniaires comprises entre 1000 et 10 000 francs CFA, une peine privative de liberté de 10 jours avec à l'appui la mise en fourrière du véhicule concerné. La 5e édition du Forum sur la normalisation qui a ouvert ses portes hier a pris fin aujourd'hui. Pendant 2 jours, les experts ont échangé sur les dispositions à prendre afin de réussir le passage de l'analogie au numérique le 17 juin 2015, comme demandé par l'Union internationale des télécommunications. Herman Niamien. La Côte d'Ivoire sera prête pour le basculement du système de diffusion de l'analogique au numérique avant le délai fixé à la date du 17 juin 2015. En tout cas, le pays est optimiste. Cet engagement a été encore réaffirmé à la clôture de la 5e édition du Forum sur la normalisation. Il est important de dire aux populations que très bientôt on va s'adresser à elles pour qu'elles puissent profiter, elles aussi, de tous les apports du numérique. Professionnels des médias, entreprises de communication, représentants de l'État, du régulateur et des étudiants en télécommunication. Bref, tous les acteurs du domaine ont participé aux échanges pendant ces 2 jours de travaux. Aujourd'hui, tous les fabricants savent exactement quelles sont les normes qu'il faut utiliser pour fabriquer les décodeurs ou les antennes qu'il faut pour recevoir la TNT. Et ça a été bon de pouvoir participer parce que les lois ont été définies. Tous ceux qui ont des sites ou des web TV savent exactement qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir émettre en toute légalité. Et je pense que ce forum est à saluer. C'est très bon cette évolution. C'est très bon parce que ça va faire profiter tout le monde, toute la population ivoirienne. Et je pense que ce serait mieux que cette évolution soit. À l'issue des échanges, plusieurs recommandations ont été faites par les participants. Entre autres, la création effective d'une société de diffusion et la rendre opérationnelle afin qu'elle soit en mesure de prendre en charge le réseau TNT à l'échéance du 17 juin 2015. La mise en œuvre de mécanismes pour faciliter l'acquisition par les ménages d'équipements de réception de la TNT comme les décodeurs et les antennes. Et aux structures publiques telles que l'AAK, la RTCI, l'AIGF et l'ANSUT, il a été recommandé un cadre permanent de concertation pour un développement harmonieux du marché de la télévision numérique. Et cette note de tristesse, la SEC Mimosa est en deuil. Le club a perdu son vice-président et président du comité national d'action et de coordination. Maître Kone Mamadou est décédé aujourd'hui. Ricardo Zama parle de cet homme qui a contribué à la grandeur du club jaune et noir. Mais que diable se passe-t-il à la SEC Mimosa? Après Brahima Ouedraogo, secrétaire administratif, Maître Guibo Lamine, vice-président, Elias Sornion Kwame, secrétaire général, une autre cheville ouvrière du club jaune et noir de ces 20 dernières années vient de s'éteindre. Maître Kone Mamadou a claqué bruyamment aujourd'hui même les portes du comité national d'action et de coordination de la SEC Mimosa, le fameux Sénaco dont il a étendu les tentacules au-delà de la Côte d'Ivoire.
Opération Cratère Jaune, Opération Lagardère, etc., l'homme ne tarissait jamais d'ingéniosité à chaque grand événement pour amplifier, solidifier l'hégémonie de la SEC Mimosa hors des stades. Ces derniers mois, on l'avait vu affaibli par ce mal indicible qui le tenaillait et qui a eu raison de lui ce mardi. Maître Koné Mamadou est mort, mais les échos de sa voix mi-gutturale, mi-caverneuse, arrosés par les sanglots de tous ceux qui l'ont connu et aimé, retentiront bien longtemps dans les oreilles meurtries des actionnaires. Merci maître. Merci à jamais. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur RTI 1.